Le diagnostic de cancer fait évidemment encore peur et c'est bien normal, mais les progrès médicaux en la matière ont été énormes au cours des dernières décennies et ce n'est pas fini. Alors tant au niveau du dépistage que du diagnostic, du traitement que du suivi, ils ont entraîné une amélioration très nette de la qualité comme de la quantité de vie des patients. La tech n'y est évidemment pas étrangère. Et pour en parler, il y a autour de moi d'éminents spécialistes. Alors, je vais commencer évidemment par Anna Lamalem, qui est oncologue, radiothérapeute au centre Hartmann de Neuilly-sur-Seine et à l'hôpital américain de Paris, et qui est la cofondatrice de l'Institut Raphaël, institut dirigé par un monsieur qu'elle a au premier rang, qui est avec son téléphone. Alain Toledano. Merci Alain. Il y a aussi avec nous, j'en ai fait tomber une fiche, dites donc, Fabrice Denis, professeur Fabrice Denis, qui est oncologue, radiothérapeute aussi, mais au Mans, qui est chercheur associé au CNRS et professeur associé de e-santé à la faculté de santé de Paris. Il y a le professeur Philippe Ménéi, qui est neurochirurgien au CHU d'Angers et professeur à la faculté de santé, et Emmanuel Jean-Jean, qui est directeur de l'unité gastro-intestinale et hépatologie chez Medtronic. Voilà. On va parler donc diagnostic, thérapeutique, avenir, suivi. On va évidemment commencer par le diagnostic des cancers avec vous, Emmanuel Jean-Jean. La tech y tient une place prépondérante et l'intelligence artificielle est maintenant pratiquement d'usage quotidien. Alors déjà bonjour à tous, merci. Je suis ravi au nom de Medtronic et de nous associer à Medintech sur une thématique qui nous tient vraiment à cœur et qui est quand même d'importance. On est très actifs là-dessus. Donc pour répondre à votre question, effectivement, quand on voit les révolutions technologiques, elles sont en train d'ouvrir des perspectives énormes dans la prise en charge des cancers. On voit qu'une grosse partie de ces innovations sont liées au numérique. Et on voit qu'elles sont en train de complètement changer la donne dans la prise en charge du patient, que ce soit sur le dépistage, sur le diagnostic, sur le traitement et le suivi. Et l'IA, pour répondre à votre question de manière très concrète, c'est maintenant, alors on n'est pas dans Terminator et dans Skynet, on est vraiment dans des choses très pratiques où on a des applications qui sont là pour aider le médecin. Et on a des exemples très concrets qui sont déjà disponibles déjà sur les centres français. Alors, je vais donner deux exemples. On est au mois de mars. Je vais commencer par l'écoloscopie assistée par l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, les gastro-entérologues peuvent faire des coloscopies et en temps réel, on analyse leur image par l'intelligence artificielle qui va leur dire « là, je vois un polype ». L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va très vite, elle se plante jamais, elle fait très bien les choses et ça va en accompagnement du médecin. Et on a des modules qui sont, enfin des systèmes qui sont pour l'instant sur la détection et on va arriver demain sur des modèles qui vont être sur la caractérisation des polypes en disant bah, voilà ce que je vous conseillerais de faire. On a d'autres exemples sur le cancer du sein. Pardon ? Sur le poumon, pardon. Voilà. Oui. Alors, je prends effectivement le cancer du poumon. Ce qui est intéressant, c'est que la HAS a donné son autorisation pour mettre en place des phases pilotes sur le dépistage. Il est évident que il y aura une étude qui va se lancer sur l'AP qui s'appelle Cascade. Dans cette étude, il y a un volet qui est spécifique à l'utilisation de l'IA dans ce dépistage. Et c'est évident que quand on fait des scanners chez des milliers de patients, bah, rien de mieux que l'intelligence artificielle pour accompagner le médecin, pour analyser les images. Parce qu'encore une fois, l'IA, elle peut bosser jour et nuit. Elle ne sera jamais fatiguée, elle ne va pas se planter, elle ne va pas avoir des états d'âme. Et elle va donner des éléments au médecin pour prendre sa décision. Et donc ça, c'est déjà, vous dites que la HAS a autorisé une étude, ça veut dire qu'il y a quelques centres qui commencent à tester ça et qu'on peut espérer que ça serait généralisé dans combien de temps ? Alors, pour l'instant, cette étude, elle a démarré hier, c'était le 8 mars. Donc c'est un petit peu court. Voilà, c'était le 8 mars et il y a 8 centres qui sont dans cette étude. Mais encore une fois, ça avance. Il y a sur le cancer du sein, c'est pareil. Il y a des pilotes sur l'utilisation de l'IA dans le cancer du sein. Pareil, très grosse problématique, avec beaucoup d'images analysées. Avant, on était dans des imageries 2D avec 4 images analysées. Maintenant, on est sur des images à 30 images. Donc, on comprend clairement que l'IA va aider le médecin à faire son travail de manière plus efficace, plus efficient et consacrer du temps vraiment au diagnostic et à la discussion avec le patient plutôt qu'à regarder des images. Pour arriver à un diagnostic par IA, par exemple, Fabrice Denis, il faut étudier combien d'images pour que ça devienne fiable ? C'est même pas un problème de quantité d'images, c'est surtout un problème de qualité des données. C'est-à-dire qu'on peut avoir 1 million d'images de mauvaise qualité, une base de données de mauvaise qualité, et finalement on aura in fine un algorithme de mauvaise qualité. Donc bon, il faut évidemment plusieurs milliers d'images, plusieurs milliers d'acquisitions, quelle que soit l'indication, de bonne qualité, et surtout une corrélation entre les images et la réalité de ce qui a été observé, c'est-à-dire corrélée à l'analyse de la pièce
et vérifier qu'on avait bien un cancer au moment où l'intelligence artificielle suggère qu'il y a une anomalie. Ça prend combien de temps d'aboutir à un résultat, par exemple pour le cancer du sein? Bon bah, ça met plusieurs années en général, hein, parce qu'il faut conduire des études en plus de validation de ces algorithmes. Ce qui est difficile aussi, c'est que les bases de données peuvent avoir tendance à vieillir et à être vétustes au moment où l'algorithme arrive. C'est quoi une base de données qui vieillit, excusez-moi? Alors typiquement, ça ne concerne pas trop l'imagerie, mais plutôt on peut imaginer par exemple des algorithmes qui aideraient à déterminer des troubles de l'humeur, des dépressions dans une population. Voilà. On crée un algorithme il y a 5 ans, qui se base sur des questions, sur des activités physiques. Et cet algorithme va dire, bah voilà, maintenant, on est capable de prédire avec 3 éléments une dépression chez un patient. Sauf que le Covid vient de passer et que les critères psychologiques, on va dire, ont un petit peu changé au sein de la population. Et rien n'indique que les algorithmes créés avant ce bouleversement psychologique soient encore valables 3 ans après. Donc il faut les réinventer ou au moins les revérifier. D'accord. Anna, dans votre pratique, l'intelligence artificielle pour le dépistage, vous pensez que c'est vraiment de l'avenir, évidemment, et vous utilisez ça au quotidien déjà? Au quotidien, je ne dirais pas encore complètement au quotidien, mais c'est sûr que c'est en train d'arriver, surtout dans les surveillances, parce qu'on sait que nos patients on est diagnostic pour l'instant, oui. Essentiellement dans l'imagerie. Dans les mammographies notamment, on sait que c'est des outils qui vont aider beaucoup les radiologues à affirmer ou pas la nécessité d'un geste de biopsie ou de surveillance et qui vont nous aider nous aussi à prendre nos décisions, notamment je pense pour les chirurgiens. Et vous voulez rajouter quelque chose, Fabrice? Oui, Anne, il y a, depuis quelques temps, il y a maintenant des algorithmes en médecine nucléaire qui permettent de faire du diagnostic accéléré de métastases ou d'évolution métastatique avec des analyses automatiques à haut débit des images et qui facilitent grandement l'aide à l'interprétation des médecins. Mais dans le cadre du diagnostic, on est bien sur de l'aide au diagnostic. On n'est pas sur du diagnostic. Hein. Le médecin reste toujours vigilant à vérifier la donnée. Hein. Et au niveau cérébral, Philippe, est-ce que vous avez déjà aussi des aides au diagnostic avec de l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait, en termes d'analyse d'imagerie essentiellement. Hein. Oui. Tout à fait. Et vous pouvez étayer un peu, donc ça vous sert régulièrement, c'est encore de la recherche aussi? Oui, alors... En fait, bon, pour ce qui concerne la cancérologie cérébrale, le problème est un peu différent. C'est pas un cancer très très fréquent. On n'est pas dans le dépistage de masse, donc le problème diagnostic n'est pas très important. Finalement, c'est plus le problème de la thérapeutique où nous amènent effectivement toutes les nouvelles technologies. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose sur le dépistage, Emmanuel? Oui, bah même sur la partie IA, en fait, ce qui est important, c'est que quand on met en place une IA, déjà le terme peut faire un peu peur, donc il faut bien expliquer ce qu'apporte réellement l'IA dans la pratique quotidienne. Et ensuite, le plus important, c'est de fournir des preuves de son intérêt, de son utilité et de bien démontrer que parce qu'on a cette IA-là, on améliore des critères. Alors, si je prends la colo, des critères durs de qualité, notamment le taux de détection des adénomes, qui est le critère que les gens regardent pour dire ma colo, elle est efficace, elle est bien faite. Et donc, il faut être capable d'amener ce niveau de preuve clinique pour 2 raisons. 1, rassurer la personne qui va l'utiliser, la personne qui va en bénéficier, et puis convaincre nos autorités qu'il faut aussi intégrer ça dans le parcours patient. Et ça, c'est une question importante. Et ça, c'est pas le cas pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Ça demande quand même que sur la partie prise en charge, pour l'instant, nos ministères voient énormément les technologies comme étant des centres de coûts. Je pense qu'il faut petit à petit qu'on commence à raisonner en quelle est la valeur ça apportée. Fait des économies, voilà. Oui, il faut vraiment valoriser l'apport de ces technologies sur tout le parcours et pas seulement sur le moment où on l'achète. Voilà. Bien sûr. On va passer maintenant à la partie thérapeutique. Anna, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu les progrès en radiothérapie au cours des 10 dernières années, par exemple, et puis ce qu'on peut attendre pour demain? Merci aussi pour cette invitation au sein de cet événement. Alors, en radiothérapie, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'être médecin parce qu'on est à un instant où les progrès sont énormes. Ils sont énormes pour nous les médecins au quotidien, parce que notre travail est de plus en plus précis, mais parce que le gain pour le patient est juste incroyable en une dizaine d'années. On a vu des patients avec des maladies au diagnostic annoncées comme étant très graves, avec des survies qui ont beaucoup augmenté. Avec une bonne qualité en plus, parce que c'est ça l'important. Et c'est là où la qualité de vie devient une vraie question.
parce que c'est bien de donner du temps aux patients avec une maladie grave, mais c'est encore mieux s'ils peuvent bien vivre avec. Ça, c'est sûr. Et donc tout l'intérêt aujourd'hui, c'est comment on fait pour continuer à bien traiter tout en étant le moins toxique. Alors, Et c'est vrai que la radiothérapie, c'est une spécialité qui fait un peu peur parce qu'on parle de rayons, on parle de photons, voilà, ça fait un peu peur. Oui. Et donc le credo des radiothérapeutes, c'est toujours comment on fait pour bien traiter tout en protégeant le mieux possible, parce que l'objectif, c'est que quand on reverra nos patients dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien, ils aient le moins de séquelles possible de ces traitements. ça veut dire bien traiter, ça veut dire tuer les cellules malades et ne pas toucher au tissu Alors, sain. bien traiter, ça veut dire bien cibler, donc être capable de bien voir la maladie. Et bien protéger, ça veut dire être aussi capable de bien voir les tissus que nous devons protéger pour que on traite à la fois bien et on protège bien. Alors, en 10 ans, on a bénéficié des progrès scientifiques parce qu'on connaît mieux l'évolution des maladies, aussi bien la maladie mais aussi l'environnement de la maladie. On bénéficie des progrès technologiques parce qu'on a aujourd'hui des machines qui nous permettent d'avoir la précision tout en ayant la protection. Et on a aussi les progrès de la biologie, parce que la radiothérapie aujourd'hui, elle est en interaction avec la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie. Et ça, c'est cette association qui permet aussi d'apporter un gain supplémentaire dans la prise en charge de nos patients. Donc les machines, quand j'ai commencé la radiothérapie, une radiothérapie dite en 2 dimensions. Donc en fait, on dessinait sur une radio le volume qu'on veut traiter et on allait cacher ce qu'on devait protéger en faisant couler des moules en plomb. Et donc on avait nos manipulateurs qui portaient des kilos pour aller protéger. Donc on voit bien qu'il y avait une certaine approximation dans ce qu'on faisait. Et puis très rapidement, en fait, sont arrivées des machines qui nous permettent de faire des radiothérapies dites conformationnelles. Donc ils vont venir dessiner un petit peu mieux la maladie qu'on veut traiter et les tissus qu'on veut protéger. Alors, les tissus qu'on protège, par exemple, c'est par un meilleur angle d'attaque pour éviter de les traverser. En fait, la machine aujourd'hui, en fait, sont embarquées dans la tête de l'appareil ce qu'on appelle des lames plombées, qui vont venir en fait se mobiliser pour cacher, parce qu'on l'aura défini avant, les zones qu'on peut protéger. Et la technologie supplémentaire, c'est aussi de faire que ces lames bougent en temps réel pendant la phase de traitement, ce qui permet de moduler la dose. Donc ça, c'est encore un gain supplémentaire. Et puis aujourd'hui, on a aussi des machines qui nous permettent de faire ce qu'on appelle de la stéréotaxie. Et donc là, c'est une précision dite inframillimétrique qui permettent encore de gagner en termes de précision. Et puis il y a d'autres outils qui sont en train d'arriver, comme des IRM embarqués ou peut-être plus tard des TEP embarqués. Embarqués dans quoi ? Dans la machine de radiothérapie, ce qui permet de visualiser en temps réel, c'est-à-dire pendant la séance, le volume qu'on veut traiter, et donc peut-être d'être capable de recalculer la dose et donc de personnaliser aussi en radiothérapie les traitements. Pas uniquement les thérapies ciblées, etc. Parce qu'on parle beaucoup de personnalisation des traitements pour les thérapies ciblées, mais en radiothérapie, ce sera probablement aussi possible d'aller vers une personnalisation en allant détecter les zones résistantes, parce qu'on pourra les visualiser, et peut-être adapter la dose si on sait que les patients sont plus radiosensibles ou parce qu'ils ont tel ou tel médicament. Ça nous fera aussi réfléchir sur les doses. Donc ça, c'est les progrès à venir. À venir à quel terme, moyen terme, court terme ? L'IRM embarqué, c'est quelque chose qui se met en place. Tous les tests de radiosensibilité, je dirais dans les 3, 5 ans, 10 ans maximum, je pense. Fabrice, vous voulez ajouter quelque chose sur cette radiothérapie ? Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a pu avoir le rêve du radiothérapeute qu'on nous enseignait étant jeune, c'était de mettre un maximum de doses dans une tumeur et un minimum de doses dans les tissus autour qui sont sains et n'ont rien demandé. Et c'était absolument inatteignable lorsque nous, on a débuté nos études, puisqu'on prenait des marges autour des tumeurs qui étaient de plusieurs centimètres. Alors forcément, ces tissus étaient arrosés de radiothérapie et donnaient des effets secondaires. Là, maintenant, on est capable carrément de faire un trou sur une tumeur et aucune anomalie autour. Donc ça a vraiment révolutionné le parcours de soins, et ce qui est intéressant, c'est que c'est disponible dans quasiment tous les établissements de cancérologie maintenant. Donc c'est pas quelque chose de réservé à des instituts spécialisés. Philippe, dans le cerveau, protéger les tissus sains, c'est encore plus important qu'ailleurs, parce que chaque millimètre qu'on enlève, on peut enlever quelques capacités. Vous avez une espèce de GPS pour localiser au mieux la tumeur ? Oui, tout à fait. Nous avons maintenant ce qu'on appelle la neuronavigation, qui est tout un système de navigation embarqué qui nous permet
Oui, véritablement comme un GPS, de pouvoir repérer toutes les structures qu'on a repérées auparavant sur l'imagerie cérébrale, mais aussi de visualiser nos instruments qui peuvent ainsi se mobiliser sur des imageries superposées. Et donc, c'est bien sûr un progrès très important. Donc en pratique, le patient, il a la tête fixée pour pas bouger du tout. Et il y a des images qui sont maintenant projetées directement sur la... Alors pour l'instant, les images sont projetées sur un écran. Nous avons finalement la tête du patient en 3 dimensions, sur lequel on peut varier les transparences, voir le crâne, voir les structures cérébrales, voir le cerveau en superficie ou en profondeur, et voir apparaître nos instruments qui naviguent en temps réel sur cette imagerie. Mais maintenant arrive ce qu'on appelle la réalité augmentée, où grâce à des lunettes particulières, on va projeter directement sur la tête du patient cette anatomie en 3 dimensions, visualisée par les examens réalisés auparavant, et ce qui va bien sûr donner encore plus de précision et de facilité. Ça demande un apprentissage particulier, j'imagine. On ne travaille plus de la même façon du tout. Oui, c'est un apprentissage particulier, mais ce qui est très intéressant dans cette technologie, c'est qu'elle est très conviviale. C'est comme les nouveaux smartphones, elle est instinctive, et les constructeurs maintenant nous sortent des programmes et des machines qui sont très très faciles à utiliser et pour lesquelles l'appropriation est très rapide. Emmanuel, vous vouliez ajouter aussi quelque chose, je crois, sur les robots et sur la chirurgie à distance, parce que c'est aussi encore un progrès d'être opéré par le meilleur spécialiste, même s'il n'est pas dans la ville. Déjà, en tout cas, sur les robots eux-mêmes, c'est quand même les progrès qui ont été faits sont phénoménaux, puisque vous le disiez tout à l'heure, ce que disait Anna, c'est le mot-clé, c'est vraiment la précision, aller chercher ou aller retirer exactement que ce qu'on veut aller retirer, sans endommager tout ce qu'il y a autour. Ça suppose des capacités de recalcul quasiment en temps réel, parce que le patient il bouge sur la table, il peut bouger, donc il faut qu'on soit toujours bien localisé sur la tumeur. Et effectivement, une des perspectives que offrent ces robots, alors encore une fois, c'est pas tout de suite, mais c'est pas non plus dans 10 ans, c'est la capacité sur un robot, quand les connexions sont hyper opérationnelles, on parle de la 5G, mais c'est un des apports de la 5G, c'est d'être capable de donner les commandes à quelqu'un à distance pour effectivement regarder ou accompagner le médecin qui serait en train de faire un acte opératoire à un endroit donné. Donc ça, c'est des possibilités qu'offrent effectivement les robots très bientôt. Et donc ça a déjà testé, y compris en France, ou c'est réservé, je sais pas, aux États-Unis ou à des pays? Non, pour l'instant, il y a eu des tests entre France et États-Unis, voilà. Il y a déjà des passerelles, voilà, Israël, il y a déjà des passerelles qui sont faites entre différents pays pour tester cette capacité de la technologie. C'est assez fantastique. Et je pose une question rapide aux 3 médecins. Là, vous laisseriez la main à quelqu'un d'autre sur une intervention? C'est vos patients quand même. Une réponse. Fabrice? Moi, si c'est Philippe qui opère mes tumeurs cérébrales, ça va, oui, mais sinon, non. Anna? Après, la cancérologie, ça a toujours été une multidisciplinarité, un travail d'équipe. Donc ça dépend, mais ça peut tout à fait se faire. Philippe, donc c'est vous qui avez la main là pour l'instant. Je crois que surtout, il faut voir ça comme un progrès considérable pour l'avenir, par exemple pour les missions spatiales à long terme, pour les missions totalement isolées en Antarctique, des choses comme ça qui permettront d'accéder à un bloc opératoire complet, à un panel de spécialistes qui permettront de traiter n'importe quelle situation devenue urgente et vitale dans des endroits tout à fait inimaginables. Il faut le voir comme ça aussi. Ouais, formidable. Alors maintenant, on va aborder la 3e partie, c'est le suivi, parce que c'est important. Une fois qu'on a eu un cancer, évidemment, la crainte de la rechute, elle est très fréquente. Vous, Fabrice, vous avez mis au point une appli pour détecter précocement les rechutes. Expliquez-nous. Alors ça, c'est quelque chose que l'on avait construit il y a maintenant 8 ans, qui était sur le principe de rendre le patient acteur de son suivi. C'est-à-dire il vient de terminer le traitement de son cancer par chimiothérapie, par exemple, et en général, le patient reste chez lui et revient nous voir tous les 3 mois pour qu'on diagnostique une récidive ou des complications. Et là, l'enjeu était de se dire que peut-être qu'on pouvait utiliser la technologie pour que le patient lui-même, au travers d'un smartphone, nous rende compte de son état clinique chaque semaine, et si des algorithmes suggéraient des anomalies, que ces anomalies nous soient transmises, et que l'on convoque le patient de façon plus anticipée que dans les 2 mois qui étaient prévus. Donc ça, c'était le principe. On a donc construit des outils et des études cliniques surtout, qu'on a construit d'ailleurs sur le type des études cliniques des médicaments, puisqu'il n'y avait pas de référentiel d'évaluation clinique des dispositifs médicaux. Et au fil du temps, on a donc lancé un essai randomisé qui a analysé dans une population de patients avec un cancer du poumon un suivi avec ou sans ce type d'outils, avec tirage au sort, comme pour les médicaments. Et on a montré qu'on améliorait le taux de survie de plusieurs mois
en utilisant ce type de télésurveillance. Alors, le principe, c'était surtout qu'on diagnostiquait les rechutes et les complications dès les premiers symptômes. Dès que le patient commençait à avoir une perte de poids, hop, on allait le chercher plutôt que ce soit lui qui nous appelle « Ah, je vais pas bien, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, là, c'est le médecin qui va chercher le patient, mais c'est le patient qui déclare ses symptômes. Ça fonctionne tellement bien que depuis, il y a eu 7 autres études randomisées dans le monde qui ont confirmé ces résultats, et non pas uniquement dans le suivi après traitement de cancer du poumon, mais pour tous les cancers, tous les traitements et toutes les périodes de suivi. De sorte que cette idée de faire suivre les patients par des smartphones va devenir une recommandation internationale qui va être communiquée dans quelques semaines sur le plan mondial. Vous êtes un des 16 experts mondiaux à avoir travaillé sur le sujet. Tout à fait, on les a écrits, ces recommandations à 16, et ça va être enfin finalement l'avènement d'un nouveau parcours de soins basé sur le numérique, donc comme quoi on peut passer de l'idée, de l'exvaluation à quelque chose qui devient une recommandation, donc avec un niveau de preuve élevé. Alors après, il s'agit aussi de transposer tout cela à la vie réelle, parce qu'évidemment, ce qui se passe dans les études cliniques en termes de parcours de soins n'est pas toujours transposable immédiatement et rapidement. Et c'est là que des accompagnements sont prévus par l'État en termes de création d'actes associés à la télésurveillance, pour la cancérologie notamment, mais pas que, on en a parlé. C'est-à-dire que les médecins et les établissements qui prescriront ces outils seront payés pour les utiliser. Mais est-ce qu'ils auront le temps de lire toutes les données qui arrivent? C'est des flux énormes. Alors non, ce n'est pas des flux énormes dès lors que des algorithmes de filtre ces filtres, en fait, montent le niveau de sensibilité de sorte qu'on ne soit pas submergé d'alertes inutiles, mais quand même qu'il y ait une pertinence dans les alertes. Mais de toute façon, effectivement, il y a une organisation à mettre en place et des nouveaux métiers comme l'infirmière de coordination, qui est un nouveau métier. Ce sont des infirmières qui sont derrière des écrans, peuvent suivre des centaines de patients et vont gérer elles-mêmes certaines alertes en appelant les patients ou en leur envoyant des ordonnances via le référent ou en organisant une consultation anticipée. Ça nécessite des bras supplémentaires, donc ça nécessite des moyens supplémentaires. Et on sait qu'en l'état, les moyens humains sont difficiles à obtenir suite au Covid. C'est pour cela que l'accompagnement de l'organisation par des financements et des nouveaux métiers et des nouvelles reconnaissances de tâches est important et ça va probablement s'implémenter progressivement au fil du temps dans les établissements. Là encore, vous allez montrer que c'est une source d'économie, puisque le patient qui revient plus vite parce qu'il a un souci, s'il est retraité plus rapidement, il s'en sortira mieux. Médico-économiquement parlant, on l'a évalué. Effectivement, c'est tout à fait rentable pour l'assurance maladie, puisqu'on fait 2 fois moins d'examens complémentaires inutiles. Par contre, quand on les fait à dessein, puisqu'il y a un signe d'alerte. On ne fait pas des examens comme ça, à la pêche, à la rechute, comme si la rechute allait arriver le jour de l'examen de surveillance. Ben non, ça ne marche jamais comme ça. Mais effectivement, il y a des économies à la clé. C'est moins cher que les nouveaux traitements et c'est aussi efficace en termes de taux de survie. Donc effectivement, c'est pour ça que finalement on s'en tire bien en France avec l'arrivée de remboursement de nouvelles applications prochainement pour le suivi des cancers et cet acte associé pour les établissements. La Haute Autorité de Santé va sortir des recommandations qui vont suivre les recommandations que l'on va sortir avec la Société européenne de cancérologie. Et elles feront effectivement, elles rebondiront sur les recommandations de télésurveillance en cardiologie, en diabétologie, dans l'insuffisance respiratoire et en néphrologie, de sorte qu'on peut imaginer dans quelques mois et probablement l'année prochaine, tout un panel de recommandations en télésurveillance qui s'intéresseront à quasiment toutes les spécialités pour lesquels il y aura un niveau de preuve suffisant. Anna, qu'est-ce que vous pensez de cette de ces travaux? Nous, on a eu la chance, Fabrice nous en a parlé il y a déjà quelques années. Ah ouais, vous découvrez on était rien, tous là. emballés. On a la chance, il est radiothérapeute alors. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Le monde est petit, donc on connaît ça depuis longtemps. Et c'est vrai que nous, au quotidien, c'est toujours difficile parce qu'on voit nos patients en surveillance tous les 3 mois quand ils ont des cancers du poumon, tous les 6 mois quand c'est des cancers du sein. Et dans la majorité des cas, ça se passe très bien et c'est souvent eux qui reviennent vers nous quand il y a un problème. Et avec souvent pas un reproche parce que on a des relations qui sont des belles relations avec nos patients, mais on m'a examiné il y a 3 mois, il n'y avait rien et voilà. Donc c'est toujours compliqué et je pense que ça c'est quelque chose qui va, les patients vont tout à fait comprendre la logique de cette réflexion et les résultats vont dans le bon sens. Oui. Et donc puis, ça va inciter on est prêt, on est prêt. Oui, parce que parfois les patients disent oh, j'ai rendez-vous dans 2 mois, je ne vais pas déranger le docteur tout de suite. Et donc là, au moins, il y a une alerte. Philippe Ménaï, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Vous la connaissez aussi, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, malheureusement, elle n'implique pas tellement les cancers rares, à faible incidence, comme les cancers du cerveau.
Par contre, le principe de la télésurveillance et de la récidive précoce, elle peut s'appliquer à une autre approche, non pas faite par le patient, mais par des systèmes implantés chez le patient. C'est tous les systèmes de piège à tumeurs dont on a parlé un peu précédemment. Dont on va parler après. Je voudrais juste une petite réaction d'Emmanuel sur cette appli. Pour moi, la télésurveillance, c'est connu dans pas mal de domaines. En cardiologie, c'est disponible depuis très longtemps. Et ça a démontré son efficacité redoutable. Là, l'intérêt sur la partie cancérologie, c'est de vraiment rendre le patient acteur. C'est-à-dire que le patient est connecté de la bonne façon. Il est vraiment acteur de sa pathologie. Et quand on parle de parcours de soins, il y a, je pense, toutes ces applications qui visent à préparer le patient à son intervention, à lui donner de l'information, à le suivre après de manière très simple, répondre à 8 questions par jour. C'est plus sympa que de prendre le taxi pour aller je sais pas où. Donc ça va forcément transformer la donne. Alors pour finir, on va parler de présent, mais un peu d'avenir aussi. Moi, c'est un sujet qui m'a passionné quand nous avons préparé cette table ronde, les pièges à cellules cancéreuses. Alors ça, c'est un concept que je trouve absolument génial. Vous nous racontez ? Alors les pièges à tumeurs, en fait, ils sont issus essentiellement de la chirurgie des cancers du cerveau, des tumeurs cérébrales. Parce que quand nous opérons une tumeur dans le cerveau, effectivement, nous devons être aussi très économes et il reste très souvent des cellules infiltrées autour de la cavité, dans le tissu sain, qui se protègent, qui se cachent en quelque sorte et qui sont protégées par les cellules saines sur lesquelles on hésite à délivrer des rayons à forte dose ou employer des produits qui pourraient les abîmer. Et donc le principe n'est pas de trouver ce qu'on a fait pendant longtemps, de trouver des médicaments intelligents qui vont être capables de dépister ces cellules. Et d'aller dans le cerveau en plus. Et d'aller dans le cerveau, ce qu'on appelle toute la recherche sur la vectorisation, qui a débouché sur des progrès, mais pour lequel on n'a pas trouvé encore la magic bullet, comme on dit. Et donc l'idée, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher les cellules et les débusquer, on va les attirer en terrain découvert. Et donc, on va remplir la cavité chirurgicale d'un polymère qui va contenir soit des cellules, soit des substances actives. Enfin, il y a différentes stratégies qui vont attirer, qui vont reproduire les phénomènes de migration de ces cellules cancéreuses, mais qui, au lieu de les forcer à migrer vers l'extérieur, vont les faire migrer dans le système polymère, dans cette ambiance synthétique qui aura été implantée, et sur lesquels il sera possible soit de retirer le polymère, soit de délivrer des rayons très précis, comme la radiothérapie stéréotaxique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est actuellement en développement, même en essai clinique, pas dans le cancer du cerveau, mais dans les cancers de l'ovaire, qui ont tendance à se disséminer aussi dans la cavité péritonéale. Donc ça, c'est un grand progrès. Alors les travaux ont commencé quand, et quand est-ce qu'on peut espérer que les patients pourront en bénéficier de façon plus fréquente ? Je crois que dans les 2-3 années qui viennent, les premiers essais cliniques vont commencer avec ces systèmes. À Angers, en tout cas, dans l'unité INSERM dans laquelle je travaille, nous avons fortement développé ces systèmes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui va aller encore plus loin, c'est le couplage de ces systèmes biologiques et synthétiques avec la télésurveillance. Et là, actuellement, en particulier dans l'université américaine, sont développés des systèmes qui vont permettre de piéger. Alors, c'est toujours le problème de piège, mais non pas mis dans un site chirurgical, mais mis sous la peau, par exemple, ou dans un vaisseau, et qui va piéger les cellules circulantes. Ces fameuses cellules qu'une tumeur va larguer de temps en temps et qui vont se poser quelque part pour faire développer une métastase. Voilà. Et donc, ces implants vont amener à ces cellules finalement un site privilégié sur lequel elles s'arrêteront préférentiellement plutôt qu'aller ailleurs. Et on peut tout à fait imaginer, c'est d'ailleurs imaginer et développer des systèmes qui comprennent de la microfluidique, qui sont en fait la microfluidique, qui est en fait une nouvelle technologie qui associe des tubes extrêmement fins qui vont permettre de la distribution de cellule par cellule et qui va permettre de les faire passer dans un système d'analyse génique automatique. Et actuellement, un système est développé qui permet d'analyser 635 gènes sur une cellule piégée dans un tel piège. Et à partir de là, d'identifier peut-être les 10 gènes les plus fréquents qui vont être marqueurs d'une tumeur ou d'un cancer. Et coupler ce système avec un système de transmission par Bluetooth pourra peut-être vous avertir sur votre smartphone que finalement des cellules métastatiques sont en train de circuler dans votre sang et qu'il est temps de faire quelque chose. Alors là, vous parlez de cellules métastatiques, mais est-ce qu'on pourrait envisager encore plus loin les cellules primaires, les premières cellules d'un cancer ? Parce que métastase, on a déjà eu un cancer quand même. Alors ça va être plus difficile parce qu'au tout début du cancer, elle ne circule pas. Oui, c'était une mauvaise question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Mais la solution technologique sera trouvée un jour, j'en suis persuadé.
Est-ce que vous voulez réagir sur ce progrès? Puis après, je pense qu'on va donner la parole à la salle pour des questions sur cette innovation incroyable. Ah ben dans le même style d'innovation et de manipulation génétique des tumeurs, on a ce qu'on appelle les CAR-T-cells, qui sont des cellules cancéreuses, en fait, pour lesquelles en fait, on va fabriquer avec l'immunité du patient une immunité anticancéreuse. C'est-à-dire qu'on va bricoler finalement l'immunité d'un patient pour la rendre enfin efficace contre son cancer. Et ça, ce sont des choses qui paraissent extraordinaires. Quel que soit le cancer. Non, là, pour l'instant, c'est dans les lymphomes, dans les cancers des ganglions, mais c'est en train d'être testé dans les glioblastomes et tout un tas de maladies rares. Pour information, c'est des traitements à 3 à 500 000 euros le traitement. Hein. Donc c'est assez compliqué parce qu'il faut reprogrammer l'immunité du patient pour qu'il fasse des anticorps contre ces cellules cancéreuses, alors qu'auparavant, il ne les faisait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le concept paraît génial et ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. C'est-à-dire sur des maladies réfractaires où des patients ont quelques semaines ou mois à vivre, on s'est retrouvé avec des patients en rémission complète, avec des taux de succès de pratiquement 2 tiers à 3 quarts, en reprogrammant leur immunité. Donc ça, c'est quelque chose qui est une preuve de concept qui est en train d'être testée dans tout un tas de tumeurs cancéreuses et qu'il faut suivre de près parce que les premières indications, les premières AMM, hein, comme les médicaments ont une autorisation de mise sur le marché, les premières autorisations de mise sur le marché de ces CAR-T-cells sont tombées et elles sont en train de s'élargir quasiment tous les 6 mois sur de nouveaux cancers. Dans toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus beau, est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer, Anna, avant qu'on prenne les questions de la salle? J'aimerais avoir une baguette magique, mais non. Mais non, je pense effectivement c'est les interactions avec toutes ces thérapies, aussi parce qu'on est capable de mieux connaître le profil moléculaire des tumeurs. Donc les analyses aujourd'hui, on est capable de faire au quotidien déjà des analyses moléculaires des tumeurs, que ce soit les cellules tumorales circulantes ou des prélèvements avec des analyses très complètes qui nous permettent de pouvoir détecter une cible et de pouvoir peut-être avoir accès à une molécule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dit pas un cancer du poumon, un cancer du sein, un cancer du côlon, mais en fait, on va aller rechercher, quel que soit le cancer, une anomalie moléculaire et peut-être à partir de là être capable de proposer des traitements ciblés. Et donc, on a une prise en charge beaucoup plus transversale qu'elle ne l'était il y a quelques années. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Alors, au niveau des micros, est-ce que vous pouvez venir vers nous, monsieur? Voilà. Alain. Ah bah, merci, Alain. Qu'est-il de l'état des compréhensions des métabolismes? C'est-à-dire ce qui intervient en amont et qui favorise l'émergence de développement anarchique, type tumeur, sachant que des médicaments qui sont donnés pour s'attaquer aux symptômes peuvent avoir un effet délétère puisqu'ils résolvent effectivement, comme un canon qui essaye d'abattre une mouche, des phénomènes liés aux symptômes, mais ils peuvent favoriser des déséquilibres encore plus délétères au niveau des défenses immunitaires. Comment adresse-t-on ces problématiques aujourd'hui quand on a une si faible compréhension des métabolismes? On juge les choses sur des essais cliniques. C'est très simple. On a une cible théorique. On fabrique un médicament qui va cibler cette cible censée détruire la cellule cancéreuse et on évalue l'efficacité versus un bras témoin dans lequel il n'y a pas le médicament. Et si on a un bénéfice en survie, c'est que ça fonctionne. Et on a plusieurs molécules pour lesquelles on a des bénéfices très importants sans avoir su immédiatement, parfaitement, par quel mécanisme il fonctionnait. D'ailleurs, la radiothérapie, on ne sait pas toujours encore précisément comment ça fonctionne au détail près. On a découvert il y a quelques années que c'était un effet essentiellement anti-angiogénique, donc anti-vaisseau, plus qu'un effet qui détruisait directement les cellules cancéreuses. Donc, concernant l'effet du métabolisme et des interactions, on n'a pas le temps de rentrer sur la radiobiologie et la biologie du cancer, mais globalement, ce que l'on sait, c'est que la plupart des cellules cancéreuses ont des cibles de fragilité que l'on peut cibler avec des médicaments qui, un peu comme la radiothérapie, vont détruire ces cellules de façon ultra préférentielle par rapport aux autres cellules. Et on a même des choses très étonnantes depuis quelques années, notamment dans le cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est 5% de survie à 5 ans. Enfin, c'était, parce que maintenant ça s'améliore. Donc un cancer grave. Et on a à peu près 40% maintenant des patients qui peuvent avoir une cible sur ces cellules cancéreuses accessible à des thérapies orales ultra efficace, mais quand on dit ultra efficace, c'est que la révolution en cancérologie, c'est ça. C'est vous donner un traitement à quelqu'un qui a des métastases dans le cerveau, dans le foie, etc. 15 jours après, 90% des métastases ont disparu.
C'était impossible auparavant, hein, avec des traitements classiques. Donc il n'y a pas que du désagrément à utiliser des traitements anticancéreux, et heureusement les éléments de preuve sont tellement importants maintenant qu'on a de plus en plus de patients qui peuvent bénéficier de ces thérapies ciblées comme l'immunothérapie ou ce qu'on appelle les inhibiteurs de tyrosine kinase, qui sont des médicaments qui ciblent des patients, mais on peut considérer que maintenant il n'y a pas deux patients pareils, hein, il n'y a pas deux patients avec le même profil. Comme il n'y a pas deux cancers pareils, apparemment, plus vous avancez, plus vous voyez la différence. Une autre question? Oui, au premier rang. Alain, s'il te plaît, merci. Bonjour. Cancer, c'est un arrêt dominant de santé publique. Santé publique elle-même, c'est à prendre soin. J'ai beaucoup aimé votre intervention concernant l'immunotraitement. On parle maintenant de prendre en charge de patients dès qu'il y a le symptôme. Mais il y a aussi immunosurveillance. On parle des données macroéconomiques pour épargner le traitement longtemps, coûteux, faire au mieux possible le traitement ciblé. Mais il y a aussi de la prévention. Et je pense que maintenant en France, on est très dans la culture traitement. Quand on regarde les pays asiatiques, et j'ai une expérience en Chine et en Inde, et aussi dans les pays d'Europe centrale, prévention pourra nous épargner, je ne suis pas économiste, mais estimons 50% de l'hospitalisation. On est super bien en France au niveau des diagnostics, au niveau des biomarqueurs, on est très bon en immunologie, on est très bon en génétique et on est super en cancer. Donc la question c'est comment cette guidance, et je suis ravie d'attendre avoir des télésurveillances approuvées par les hautes autorités de santé, appliquées un petit peu en amont dans la prévention. Donc ça veut dire qu'on ne va pas attendre que le patient il a des premiers symptômes. On va regarder l'histoire de famille, on va regarder la génétique, on va intervenir avant. Bonne question. Excellente question. La prévention en France, on n'est vraiment pas bon. On est inexistant, je crois, on peut le dire. Alors que les niveaux de preuve concernant la cancérologie sont majeurs. On sait que si on faisait faire à la population dès l'âge de 40 ans 1h30 d'activité physique par semaine, on diminuerait l'incidence du cancer de près de 30%. On sait qu'on en diminuerait la mortalité de 25% une fois qu'on l'a, le cancer. Donc il y a prévention primaire, prévention secondaire avec des choses très simples. Je ne parle même pas du tabac. Bon. Comment faire? La e-santé va apporter des solutions. On a déjà commencé à travailler d'ailleurs sur ce sujet. L'idée est dès 40 ans, et peut-être même encore avant, de proposer à la population de faire des auto-évaluations de leur fragilité ou préfragilité. Alors on a l'impression que quand on parle de fragilité à 40 ans, que ça n'existe pas, la fragilité. Il y a, dans des études européennes, à 20 ou 30 000 patients, le taux de fragilité à 45 ans, il est de 40%. C'est-à-dire qu'il y a 40% de la population de plus de 40 ans qui a déjà des premiers signes de fragilité ou une préfragilité. Ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est pas beau, préfragilité, ça fait assiette qui va tomber et qui se casse. Non, ça veut dire que c'est une prédisposition à faire des maladies chroniques, des problèmes cardiovasculaires de façon précoce et avoir une mortalité précoce. Si on prévient, si on détecte ça, simplement, un peu comme dans les pays nordiques, ça peut être des checkings faits par les médecins, mais le mieux, c'est même qu'on le fasse soi-même. Maintenant, avec les smartphones, poser 10 questions, c'est pas compliqué, et faire 3 épreuves de levée de chaise, c'est pas très compliqué à faire. Alors, on pourrait s'orienter vers des parcours de soins de prévention, très simples, sur la nutrition, sur l'activité physique. Et on sait le bénéfice médico-économique, puisqu'on sait combien ça coûte hein, en France, les dépenses de santé, hein, c'est 11 points de PIB, donc c'est quelques centaines de milliards. Et ce type d'implémentation, de ce type d'outil, ne coûterait que quelques dizaines de millions. On ne le fait pas. Ben, on va dire qu'on ne le fait pas encore. Peut-être que des symposiums comme ceci, et puis toutes les discussions qu'on a dans les sociétés savantes, vont arriver enfin à faire déboucher ce principe d'auto-évaluation de ces fragilités et créer une prévention personnalisée. Parce que ce qui est agaçant dans la prévention et ce qui fait fuir tout le monde, c'est de se dire « mais moi je suis bien, je suis marathonien, je vois vraiment pas pourquoi je me lancerais à faire de la prévention ». Non, l'idée c'est de cibler les personnes qui ont ces fragilités et de faire une correction personnalisée. Excellent. Une autre question, s'il vous plaît? Pour aller dans le même sens, oui. Pour dire, en fait, nous, comme on a travaillé beaucoup, comme vous disiez, l'inquiétude des patients qui sont pris en charge dans les cancers, c'est la rechute. Ben, en fait, se pose beaucoup la question de la prévention secondaire. Et grâce à l'Institut Raphaël, parce qu'on a la chance d'avoir un institut qui permet de faire de la médecine intégrative, qui est aussi un progrès en santé, eh bien, en fait, notre réflexion nous a permis d'aboutir aujourd'hui à mettre en place un système qui va proposer la prévention primaire. Parce qu'on a tous les outils nécessaires pour le faire, que ce soit effectivement les facteurs que tout le monde connaisse, hein, le tabac, l'alcool, etc. Mais on sait par exemple l'importance de la santé environnementale.
Et c'est vrai qu'on a un énorme projet pour développer la prévention parce que c'est forcément l'étape d'après. C'est absolument indispensable. Une autre question? Bonjour. Si on continue sur la prévention, et notamment dans le cas des cancers, je pense que la chose la plus importante, c'est détecter le cancer le plus vite possible. C'est ça qui nous donne la plus haute chance, indépendamment des traitements révolutionnaires qu'on est en train ici d'en parler, de survivre et d'éviter des métastases. Donc pour cela, je voulais savoir si vous avez des informations sur l'arrivée des tests de biopsie liquide ici en France, parce que c'est un test assez sensible, assez facile à faire, que si on combine avec un autre test un peu plus spécifique, comme un IRM, ça pourrait être un combo très fort pour détecter le cancer au plus vite. Oui, il y a plusieurs études qui permettent, sur une simple prise de sang, de diagnostiquer des cancers 5 ans ou 10 ans avant qu'ils deviennent macroscopiquement détectables, c'est-à-dire détectables soit par des symptômes, soit par l'imagerie. Donc il y a déjà des données qui existent là-dessus. Simplement, là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu trop tôt. C'est-à-dire, savoir qu'on va faire un cancer dans 5 ou 10 ans, moi, personnellement, comme cancérologue, je ne ferai pas le test. Parce que d'abord, quand on aura à 65 ans, il y a quasiment un homme sur 3 qui en fera un cancer. Donc, quel intérêt de savoir si on sera dans le 1 ou dans les 2, si en plus, il n'y a pas de moyen de prévenir les choses. Parce que c'est bien de se faire un diagnostic ultra précoce, mais si on cherche bien, si on fait tous des biopsies liquides tous les mois, il y aura forcément, à un moment donné, on aura une cellule cancéreuse qui circule, parce que de toute façon, on en fait tout le temps des cellules cancéreuses. Donc, l'idéal serait de savoir d'où elle vient, parce que c'est ça le souci. L'idéal, c'est de savoir d'où elle vient, et c'est surtout de savoir si elle va faire un vrai cancer. Et ça, c'est pas sûr du tout, parce que le problème, et on a des cas tous les jours en cancérologie avec des cancers de prostate. Le cancer de prostate, c'est un cancer particulier, parce qu'il faut une simple prise de sang pour suivre son existence ou son évolution. Et on a des patients qu'on nous adresse régulièrement pour des rechutes de cancer de prostate, parce que leur PSA, leur prise de sang commence à réaugmenter. Et alors nous, on se prépare à faire la radiothérapie, etc. Puis finalement, le PSA, il descend tout seul. Et puis, il ne remonte pas. Et on a plusieurs patients comme ça, pendant 5 ans, ils nous sont adressés pour rechute. Ils voient le médecin et ça s'arrête. Mais en fait, ils se traitent tout seuls. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de patients, et heureusement, qui ont une immunité qui arrive quand même à prendre le relais. Et ce n'est pas parce qu'on trouve des cellules cancéreuses à un instant donné que ça va donner une vraie maladie plus tard. Donc, je suis encore un petit peu vigilant sur ces tests ultra précoces. Ah oui, avec une imagerie. Oui. Tout à fait. Non, mais alors après, combiné à l'imagerie, c'est bien, mais simplement 66 millions d'IRM par an, plus 66 millions de biopsies par an, ça passe pas, quoi. Ouais. Il y a une question, madame. Bonjour. Donc, ma question, c'est comment on peut prévenir une carcinose péritoniale après un cancer de l'estomac? Merci. Là, question technique. Oui, Philippe, allez-y. Là, je reprends. Bon, ça reste dans le cadre d'un essai clinique. Il y a actuellement un essai clinique qui existe. Je vous ai parlé sur le cancer de l'ovaire, mais c'est exactement le même principe. Ça consiste à implanter en post-opératoire ou lors d'une cystoscopie un piège à tumeur dans la cavité péritonéale et qui va capter préférentiellement les cellules qui ont pour but de disséminer afin de les traiter plus facilement. Donc ça, c'est pas encore, mais il faut savoir que c'est en essai clinique, en évaluation actuellement clinique en Espagne. Voilà. Pour l'instant, le traitement, c'est la chimiothérapie essentiellement. Bonjour, une petite question sur les pièges à cellules cancéreuses justement. Je suis curieuse de savoir comment vous attirez, vous faites les tests pour attirer les cellules en terrain découvert. Juste la technique, la stratégie utilisée. Voilà. Alors, il faut faire ce qu'on appelle du biomimétisme. Il suffit de reproduire en fait toutes les étapes biologiques qui sont mises en œuvre lors de la migration des cellules durant l'embryologie, durant la formation du cerveau ou même durant la tumorogénèse elle-même. Donc le but est effectivement d'identifier toutes ces molécules qui vont être exprimées, tous ces marqueurs qui vont être exprimés soit par la matrice, soit par des cellules de l'environnement tumoral et qui vont être en quelque sorte détournés de leur rôle primaire qui est la mise en place du tissu cérébral pendant l'embryogénèse pour être utilisé par les tumeurs, pour que les cellules puissent migrer. Donc en pratique, un exemple très simple, on utilise beaucoup le SDF1, qui est une molécule qui est synthétisée lors de la mise en place du système nerveux et qui est un facteur très pro-migratoire des cellules tumorales. Ce qui rend un peu les choses difficiles, car on manie ici des molécules qui sont capables aussi d'influencer
la tumeur. Donc nous sommes entre... c'est toute la difficulté. La difficulté non pas tant le système de matériel, mais plus effectivement les molécules biologiques à utiliser. En sachant qu'on peut utiliser aussi des cellules ou des exosomes qui sont des petites vésicules qui sont libérées par des cellules tumorales et qui vont contenir aussi, eux aussi des messages qui vont permettre d'attirer ces cellules. Il nous reste une dernière question rapide, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question donc, par rapport à la télésurveillance, en particulier par rapport aux traitements de chimiothérapie récents qui se font à domicile. Vous avez parlé de la télésurveillance pour la prévention des rechutes, mais qu'en est-il du coup de l'organisation des outils qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir suivre des patients qui sont traités à domicile? Le suivi de la chimiothérapie est la principale indication de la télésurveillance. Le suivi des traitements d'ailleurs, pas uniquement la chimiothérapie. C'est la principale indication. Globalement, c'est essentiellement pour les patients qui sont sous traitement oraux ou immunothérapie ou chimiothérapie ambulatoire. Comment ça se passe? Il y a deux moyens. Soit le patient est autonome sur le plan numérique, et c'est lui qui chaque semaine va remplir ses symptômes. Soit il n'est pas numériquement geek, et 30% des plus de 60 ans, 60-65 ans n'ont pas de smartphone. Et là, l'idée est... Il y a deux idées. Soit c'est une infirmière qui passe à domicile, aider le patient à remplir l'outil de télésurveillance. Il y a des actes qui vont être créés pour ça, pour les infirmières. Ça, c'est génial. L'autre chose, c'est la possibilité d'utiliser des robots conversationnels où, en gros, le patient reçoit un coup de fil chaque lundi et il va parler en langage naturel et répondre aux questions du robot qui va remplir le questionnaire à sa place. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en recherche, mais qui commence... Enfin, on sait très bien, on utilise tous Dragon ou Siri sur nos téléphones et la reconnaissance vocale est plutôt pas trop mal. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est surtout que ces outils n'augmentent pas la fracture numérique, mais la rétrécissent. Parce que les patients qui sont isolés numériquement sont ceux, c'est démontré, qui tirent le plus grand bénéfice de la télésurveillance, paradoxalement. Parce que comme on est isolé numériquement, en général, on est isolé de plein d'autres choses. Moi, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci, madame, messieurs.